Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin dans l'Opéra Restaurant rénové pour cette séance exceptionnelle, une séance exceptionnelle, mais parce que la situation est exceptionnelle, des contrepoints de la santé au lendemain des annonces de réforme du système de santé par le président de la République Emmanuel Macron et par sa ministre de la Santé, quelques heures plus tard, Agnès Buzyn, le président de la République qui a dit qu'il avait un long compagnonnage. Ça vous a plu ça? Un long compagnonnage avec la médecine. Voilà, nous allons donc analyser et commenter les changements annoncés. Est-ce que c'est une réforme globale de la santé? Est-ce que c'est la réforme, la mère des réformes? Nous l'analyserons avec les meilleurs experts que Philippe Leduc et Renaud Degas, avec moi, ont réuni ce matin et que nous allons vous présenter. On parlera évidemment de médecine de ville, on parlera également de l'hôpital, on retiendra également quelques mesures phares, importantes, symboliques, sur la formation, notamment la formation des médecins. Je vous invite à maintenant scruter ces changements. Nos invités, Rachel Bochet, Lamine Garbi, Elisabeth Hubert à côté de Philippe Leduc, Jean-Paul Ortiz, bonjour et merci d'être avec nous, et Antoine Perrin. Je salue tous nos confrères et amis journalistes qui ont fait beaucoup de commentaires extrêmement intéressants sur cette réforme, et nous les reprendrons sans doute ensemble. Et puis je salue également nos très chers partenaires sans qui nous ne ferions pas tout ce que nous faisons avec vous ce matin. Je salue Pasteur Mutualité, Point Vision, MSD, BVA, Intermutualité Assistante, Carte Blanche et évidemment L2 Santé, Ortus et la veille des acteurs de santé. Et puis surtout, n'oubliez pas, hashtag Contrepoint de la santé si vous voulez suivre nos débats en direct et en live. Philippe Leduc, première question. Merci d'avoir accepté le lendemain de cette présentation notre invitation. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce plan, il est très vaste. La ministre a insisté, il n'est pas corporatiste. Il n'est pas pour les professionnels, il est pour les patients. Et les professionnels devront faire en sorte que les patients soient mieux pris en charge. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vous propose d'entrée de jeu de scinder en deux temps. Puis après, on abordera différents thèmes un peu plus rapidement. Mais les deux premiers thèmes, ce qu'on vous propose, c'est accès aux soins en ville avec les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, avec les assistants médicaux, avec les urgences et les soins non programmés. Comment tout ça va se mettre en place? Comment l'hospitalisation privée à but lucratif ou non va y participer? Et puis, dans un deuxième temps, les hôpitaux de proximité où c'est manifestement pas encore très, très clair. Quelle est votre vision? Comment vous avez vous positionné par rapport à ça? La gouvernance à l'hôpital, la réhabilitation des services et le rôle plus important dévolu aux médecins tel que l'a défini le président de la République et la ministre. Alors, premier temps, accès aux soins en ville. Est-ce que les CPTS qui sont nés de la loi Touraine de janvier 2016, avec les assistants médicaux, est-ce que c'est la solution enfin à ce problème d'accès aux soins, de qualité des soins, de prise en charge des malades chroniques et des personnes âgées? Est-ce que vraiment ça va être la solution avec les 1000 CPTS attendus, les 4000 assistants médicaux? Alors, répond qui veut. Elisabeth Hubert, peut-être qu'il y a une vision. Philippe, c'est pour les millions de personnes qui nous écoutent et nous regardent sur les réseaux. On va le faire en anglais maintenant. CPTS. CPTS, c'est la communauté professionnelle de territoire de santé, voilà, comme je l'ai dit en introduction. Donc peut-être, Elisabeth, vous qui avez une vision un peu globale sur le système avec l'hospitalisation à domicile, et puis votre passé, surtout d'ancien ministre, et votre rapport qu'on a tous relu, qui déjà annonçait beaucoup de choses. Merci Philippe à chaque fois de rappeler mon rapport qui est effectivement en fait une publicité. C'est très gentil. Non, je pense qu'effectivement il y a plusieurs choses. D'abord, on peut que se féliciter qu'il y ait des approches qui soient globales, c'est-à-dire que l'on regarde à la fois par l'angle du financement, par l'angle de l'organisation, par l'angle de la formation, et qu'il y ait cette approche globale. Personnellement, je m'en félicite. Qu'un certain nombre de points soient des points sur lesquels il est insisté, on ne peut aussi que s'en féliciter. Bon, personnellement, je pense que maintenant, après les grandes lignes, après la charpente que constituent ces annonces, il faut leur donner un peu de corps, il faut leur donner de la consistance. En clair, il faut mettre de la chair sur la charpente, et ça manque un peu. Donc il va falloir préciser un certain nombre d'axes, un certain nombre de propositions et d'actions qui sont conduites, et notamment les plus concrètes
Et donc on ne pourrait que s'en féliciter. Il va falloir dire comment. C'est-à-dire mais là je pense que Jean-Paul est beaucoup mieux averti que moi pour en parler, 1000 communautés c'est bien, pour effectivement exercer l'activité qui est la mienne dans des territoires qui sont des territoires extrêmement difficiles, la Haute-Marne, le Yonne, la Lozère, tous ces endroits qui sont des endroits d'ores et déjà désertifiés. Je suis face à des professionnels de santé qui, après 10 heures de travail, 12 heures de travail, auprès des patients, ont quelques difficultés à dégager du temps pour se réunir et pour aller effectivement constituer ces communautés. Donc ça, je pense que c'est un élément. Quant aux assistants médicaux, là aussi, je pense qu'il faut un peu préciser ce que recouvre ce terme. Personnellement, et là, c'est mes vieux relents de libéralisme, je me demande, mais c'est une opinion complètement personnelle, qui n'est pas du tout institutionnelle, je suis un peu embêté de ces multiples financements qui viennent payer de l'assistant, qui viennent payer de l'informatisation, qui viennent ainsi payer des bouts de ce que sont les supports de l'activité des professionnels de santé, notamment des médecins. Et pour un libéral, je trouve que finalement, ce n'est peut-être pas la voie que je choisirais, mais ça, je le répète, c'est un point de vue quasiment politique. Jean-Paul Ortiz, bien sûr, on pense à vous. Alors, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes prêt réellement? Alors, vous avez dit oui, il faut qu'il y ait les financements, on est prêt, on est gaillard. Mais est-ce que vous êtes prêt vraiment à vous engager sur une responsabilité sur un territoire pour une population, quitte à être payée par un forfait? Et c'est le centre des CPTS. Non, mais c'est le centre des CPTS. Il y a beaucoup de questions Est-ce que vous êtes partant? Attendez, il y a beaucoup de questions là dans ce que vous venez de dire. D'abord sur les CPTS. Indiscutablement, la médecine de ville doit mieux s'organiser parce que nous sortons d'un exercice individuel, pour ne pas dire individualiste, et nous devons aujourd'hui nous coordonner entre professionnels, entre médecins, médecins généralistes, médecins spécialistes, avec les autres professionnels de santé, parce qu'aujourd'hui la médecine, elle ne s'exerce pas comme hier, elle s'exerce en équipe. Elle s'exerce en équipe dans les structures hospitalières, bien sûr, mais elle doit aussi s'exercer en équipe en ville. Alors on le fait un peu comme M. Jourdain. Il faut aujourd'hui mieux structurer, mieux organiser les choses. Alors c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Quand je vois le rapport Vallon qui cite à peu près 200 CPTS déjà formés ou en cours, alors que jusqu'à présent ça repose exclusivement sur le prosélytisme et la bonne volonté de quelques acteurs pionniers, moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal qu'un certain nombre de gens prennent sur leur temps de travail, alors qu'ils sont débordés de boulot, prennent le temps le soir de se réunir et de réfléchir ensemble pour voir comment ils pourraient mieux prendre en charge une population sur telle ou telle thématique. Effectivement, la difficulté qu'on a, nous médecins, c'est qu'on n'a pas été formés au portage de projets, on n'a pas été formés au management. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut un catalyseur. Et ce catalyseur, quelque part, la puissance publique a un rôle, mais les médecins collectivement aussi. Et je pense que si on veut que les CPTS se développent, il faut que les ARS, et je le dis souvent, jouent pleinement leur rôle de façon à soutenir les acteurs de terrain. Et les soutenir, ce n'est pas leur donner un cahier des charges de 50 pages comme ils ont l'habitude de le faire. Hein. C'est exactement l'inverse. Oui, ça, je pense que les pouvoirs publics ont compris. Mais termine. Il faut que les ARS c'est une rupture quand même, soutiennent les porteurs de projets. Il faut que les URPS, les unions régionales de professionnels de santé, accompagnent les différents porteurs de projets parce qu'eux, ils savent où c'est qu'il y a des leaders d'opinion qui vont pouvoir accompagner le montage de ces CPTS. Jean-Paul Ortiz, est-ce que et mobiliser d'autres acteurs. On voit bien toutes les difficultés, mais est-ce que pour vous, les CPTS plus que les assistants médicaux, c'est une rupture dans l'organisation du système de soins? Très clairement, je pense qu'aujourd'hui, les CPTS, alors c'est un terme technocratique, je sais qu'à Matignon et à l'Élysée, ils cherchaient un truc plus sexy pour Madame Michu, ils l'ont pas trouvé, donc ça va rester CPTS, et c'est vrai qu'il n'y a que nous qui comprenons ce que c'est. Et comment, mais pour être effectivement pédagogique, c'est quand même notre but. Comment vous
C'est quoi une C'est un communauté réseau idéale pour vous? C'est un réseau Alors voilà, organisé donc de c'est un réseau. professionnels libéraux. Donc maintenant vous sur êtes pour le les réseaux, terrain. Jean-Paul Ortiz, c'est bien. J'ai pas dit que j'étais pour les réseaux parce Ouais, que je les voulais réseaux, vous faire venir à la là. mode les réseaux à la mode Soulier, ils ont été exclusivement hospitalo-centrés. Donc, Ça, c'est pas l'ancien du tout monde. Ça c'est l'ancien monde. Merci. On va construire le nouveau monde. Elisabeth Hubert, Marchons, on va pas construire contre le les nouveau réseaux monde. soumis. Donc, on va faire des réseaux, effectivement, de coordination entre professionnels de santé, de façon à mieux prendre en charge la population. Et aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que les médecins libéraux prennent conscience de plus en plus, alors c'est toujours pareil, Paris s'est pas fait en un jour, qu'ils ont une responsabilité collective territoriale. Ça, c'est vraiment révolutionnaire quelque part. Oui, et nous sommes prêts à assumer cette responsabilité collective territoriale. Et vous voulez bien de l'argent de l'État sur pour la vous aider base d'objectifs et de contrats. Un contrat, c'est quoi? Et moi, je suis très libéral de ce point de vue-là. Je l'ai dit et je le redis, je ne veux pas d'obligation individuelle. Je ne veux pas de cahier des charges coercitifs. Je suis prêt à négocier un contrat pour une population avec des droits et des devoirs. Un contrat entre une CPTS et une ARS. Moi, j'ai écouté le président de la République. J'ai l'impression qu'il vous demande, il vous dit que vous avez des droits, mais il vous demande des devoirs. Mais il a l'air de dire que vous ne, je viens de prenez dire qu'une partie de exactement, l'affaire. Oui. c'est ce que je viens de dire exactement. Je suis prêt à m'engager collectivement sur un certain nombre d'objectifs de services rendus à la population dans un territoire, à condition qu'on m'en donne les moyens et que nous nous fixions des objectifs et pas des obligations individuelles, ce qui est complètement différent. Alors, quant à imaginer qu'en 2022, il n'y aura pas un seul médecin qui exercera seul dans son cabinet, je pense que là, on est dans de la com. C'est un objectif, c'est un objectif. Non, mais je pense que de toute façon, si on veut aller trop vite, on se plantera. Le milieu de la santé est extrêmement complexe. Il faut accompagner les acteurs. Ne les bloquons pas par ce genre de choses. Il faut y aller doucement. Attendez, on vient de perdre 5 ans avec Marisol. Vous voulez qu'on reprenne ça? Ah, c'est Vous Marisol. voulez qu'on se rebloque pendant 5 ans? C'est Marisol qui a fait les CPTS. Hein? Non, c'est la CSMF qui a proposé, dans le cadre d'une négociation... Attendez, moi je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi, mais on était en conflit majeur avec Marisol. Elle a créé Marisol des groupes Touraine, de travail. pour ceux qui avaient oui, pas mais tout le monde compris. avait compris. Attends, excuse-moi, Pascal. Bon, ça, c'est l'ancien monde. Donc tout le monde avait compris. La On était en ministre plein de la conflit avec Marisol Touraine. Elle a essayé Nous d'en demanderons sortir notre en avis à la faisant ligne 4 Garbi groupes de après. travail, dont un sur l'organisation territoriale, qui était d'ailleurs piloté par Madame Vallon et par Jean-François Thébault, que je salue ici, Absolument. et qui est quelqu'un qui connaît bien la CSMF et pour cause. Et le concept des CPTS, c'est la CSMF qui l'a porté, qui l'a proposé, et ça a été mis dans la loi. C'est pas pour ça que ça a réglé le conflit avec Marisol Touraine, malgré toutes les propositions Jean-Paul, on que je lui ai faites. va pas se retourner vers Marisol Tout à Touraine. fait. Allons vers l'avenir. Avec Pascal, donc vous avez bien compris on a bien compris nous aussi que la problématique elle était sur le territoire. Donc il y a les CPTS, il y a les assistants médicaux, et puis il y a les hôpitaux de proximité. Alors, ils sont entre la ville et l'hôpital. Alors on aimerait, Pascal, en savoir un peu plus sur les hôpitaux de proximité. Oui, les hôpitaux de proximité, ça donne effectivement l'impression d'être la colonne vertébrale, une des colonnes vertébrales, si on en avait deux, de M. Macron. Hôpital de proximité, moi j'ai eu l'impression que ça changeait totalement ce que l'on a dit, ce que l'on a écrit, ce que l'on a pensé, ce que l'on a fait, tous ici, et les journalistes aussi, pendant 20 ans. Quel est votre avis? Alors aujourd'hui, les hôpitaux de proximité seraient l'alpha et l'oméga de la médecine française et de la médecine hospitalière. Votre avis, Lamine Garbi? Merci Pascal. D'abord, moi j'ai bien aimé l'introduction du président parce qu'il a dit prendre soin de chacun. Et je l'ai pris pour moi. Qu'il allait prendre soin de moi. Et je trouve que c'est bien. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'affection. Oui, ça venait après le plan pauvreté, donc il pensait à vous. Oui, voilà, c'est ça. Je n'emporte pas les stigmates de la maltraitance, mais quand même. Jean-Paul l'a rappelé, on sort de 5 années d'obscurité. C'est vrai qu'on a trouvé le président assez bienveillant avec les médecins hier, à l'Élysée. Oui, il a intérêt. Oui. Parce que sans médecin, tu ne soignes pas. Donc, il faut quand même replacer les choses. Sans les cliniques, on ne soigne pas. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne ambiance ce matin à l'Opéra. Oui, parce que c'est le matin, on s'est tous levés tôt, merci d'être là. Non, mais Lamine Garbi, je réponds, Philippe. Les hôpitaux de proximité. Je trouve que c'est extrêmement malin politiquement.
Pourquoi? Parce qu'on avait dans le paysage hospitalier ce qu'on appelle les hôpitaux locaux, qui étaient voués à une fermeture annoncée, une disparition et je dirais une relégation. Et là, ils transforment ces hôpitaux locaux en centres de premier recours, d'hôpitaux de proximité. Et ça, c'est bien, parce que ça permet de donner de la noblesse à ces hôpitaux et de nous inclure les cliniques lorsque nous sommes en proximité. Ça va permettre également, et c'est le niveau 2, de créer des hôpitaux dits spécialisés, où tout le monde se retrouve, public et privé. Et ça va permettre de régler ces hôpitaux actuellement, qui ont des services de chirurgie, il en a parlé le président hier, sans médecins titulaires, avec des vacataires et des mercenaires, dans le public. Dans le privé, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas faire fonctionner un service sans médecin installé avec un contrat. Donc ça va permettre de fermer ces services, de les reclasser en proximité, et ils seront contents, parce qu'ils n'auront pas cette notion d'avoir une dégradation de leurs conditions. Et nous, ça va nous permettre de continuer à mailler le territoire en proximité et en spécialisé. Parce que ce que vous ne dites pas, quand même, c'est que les cliniques ne sont pas exclues, et d'ailleurs Antoine Perrin et la FEAP non plus, de ces hôpitaux de proximité, si j'ai bien compris. On a travaillé pour que le président nous cite, nous inclue dans son discours. Et c'est vrai que c'était bien, parce qu'on a senti, pas dans la première demi-heure, j'étais un peu inquiet, mais après, vraiment, il a inclus l'ensemble des fédérations, et c'était positif. Donc, hôpitaux de proximité, j'y suis extrêmement favorable, spécialisé, reste le troisième niveau, le recours. Si on commence à dire hôpitaux hyper spécialisés, on va aller dans une difficulté, parce que l'ensemble de nos concitoyens voudront toujours aller vers l'hyperspécialisé. On l'a connu sur les maternités de niveau 1, 2, 3. Ça a créé la disparition des maternités de niveau 1 de notre profession, de notre syndicat, parce que l'ensemble des mamans veulent toujours avoir ce qu'elles estiment, à tort, le niveau le plus complexe de service. Antoine Perrin. Antoine Perrin, oui. Oui, moi je voudrais quand même, avant d'aller vers l'hôpital, revenir sur le premier niveau, la proximité. A tout misé sur le médecin généraliste. On a mis le médecin généraliste lui-même dans l'ornière. Les médecins généralistes, d'abord, ils ne sont pas partout et ils ne peuvent pas tout faire. Et donc le premier niveau, et le discours l'a dit, mais ce sera mieux si on va plus loin, le premier niveau, c'est tous les professionnels autour des personnes qui sont à leur domicile, à commencer par les professionnels d'accompagnement à domicile, pas forcément médical. Une personne âgée polypathologique dépendante, à domicile, elle n'a pas d'abord besoin d'un médecin, elle a d'abord besoin d'avoir un suivi de son alimentation, de ses capacités cognitives, de sa déambulation, de sa prise de médicaments, de ses constantes. Et là, pour le moment, on n'a pas besoin du médecin. À partir du moment où ce niveau-là est bien conduit, et ça peut se faire avec des SAD, des SIAD, des SPASAD pour aller plus loin, ça peut se faire avec des centres de santé, et ce maillage complet ne doit pas reposer que sur le médecin généraliste libéral, que j'adore, hein, j'ai rien contre les médecins généralistes. Non, mais Antoine bien Perrin, au contraire. Oui, il y a aussi des spécialistes. Les CPTS, c'est bien pour tous les professionnels d'un territoire. Absolument, je vous laisse insister là-dessus. Alors, il faudra aussi simplifier. Quand on voit pour les personnes âgées qu'il y a le CLIC, le PAERPA, le MAIA, le réseau, le PTA, on ne sait plus où on est. Donc il faudra, pour que la gouvernance puisse être efficace sur le premier niveau, simplifier certaines choses. Tout ça va rentrer dans les CPTS, absolument. MAIA, CLIC et écoute, tout. on verra pour la gouvernance. Alors, dernière chose, on mesurera la réalité et l'efficacité sur la réponse à donner à des populations fragiles. Je pense en particulier aux personnes handicapées, je pense aux autistes. L'accès à la santé des autistes ou des personnes polyhandicapées est un problème jusqu'à ce qu'elles renoncent aux soins. Je pense aussi à la précarité. Moi, je suis un petit peu inquiet de ce plan pauvreté qui ne prend pas en compte, qui a été présenté la semaine dernière, qui ne prend pas en compte la grande précarité et les CHRS qui se sont fait sucrer sur 4 ans 57 millions d'euros pour les limiter au rôle de l'hébergement. On verra l'efficacité de ce premier recours sur la prise en compte de ces populations les plus fragiles. Avant de revenir, Pascal, peut-être à l'hôpital, sur le premier recours, bien que vous soyez hospitalière, Rachel, quel est votre regard sur le plan santé du président et de la ministre? Philippe, alors merci à vous, Pascal, de m'avoir invité à cette table ronde. Je peux dire quand même deux petites choses, c'est-à-dire, premièrement,
Le proverbe, c'est qui trop embrasse, mal étreint. C'est un peu ça, j'ai eu l'impression, c'est-à-dire à vouloir, bien sûr c'est très important d'avoir une vision globale, mais à vouloir parler de tout, on finit par parler de beaucoup de choses, mais sans approfondissement et trop peu. Et ça a été le cas notamment de l'hôpital, et mon voisin disait prendre soin de tout le monde, mais j'ai pas eu l'impression qu'ils prenaient soin, je vous le dis, des professionnels, en tout cas, quels qu'ils soient, je parle pas seulement des médecins, des professionnels de santé, et disons, quelle que soit la structure, CPTS, hôpital public, privé ou public, il le faut, et donc, c'est mon voisin qui le disait, avec des professionnels en forme, et dans le cadre justement des CPTS, moi je dirais, l'autre chose, c'est on n'a pas du tout parlé ou très peu des CHU. Alors, comme il est question de redistribuer les missions en soins de premier recours, un hôpital qui aurait certaines missions particulières et des hôpitaux de recours, je pense qu'il faut avoir une vision globale du système de santé, pas du tout dans le cadre d'une vision hospitalo-centrique, mais les CHU ont une place importante. Et si on fait évoluer aujourd'hui les communautés de santé ou les groupements hospitaliers territoires, bien sûr, ça sera avec les centres hospitaliers universitaires, dans le cadre qui est majeur, la question de la formation, de la transmission des savoirs. Si on veut faire évoluer le système de santé, il faut faire évoluer les manières d'exercer. Oui, mais alors c'est pas contradictoire, Rachel Boucher, vous permettez? C'est pas contradictoire avec ce que vous disiez tout à fait précédemment, en disant effectivement cette loi essaye quand même d'abord de ne pas être une loi, peut-être. On parlera là de ça sur le plan institutionnel, mais en fait de serrer quelques mesures. Alors à la fois vous voulez que ça soit global, mais quand c'est trop global, vous dites qu'on s'y perd. Je vous écoute. Peut-être, bon, puisque vous me demandez, disons, c'est tout simplement. Et puis je pense que ça aurait été. Revenez sur les statuts quand même, hein, parce que vous êtes vous êtes la présidente de l'intersyndicat des praticiens hospitaliers. On veut vous entendre aussi sur les statuts, on veut vous entendre sur la gouvernance hospitalière. D'accord. Alors, disons, je réponds. Premièrement, je pense qu'on aurait été un peu plus concerté. On aurait pu peut-être mettre des pistes dans le discours d'hier qui auraient résonné davantage dans la communauté médicale, notamment la communauté médicale hospitalière. La ministre dit qu'elle vous a beaucoup rencontrés, hein, les uns et les autres. Je dirais une fois depuis son arrivée, une fois. Deuxièmement, sur les statuts, je pense qu'on est d'accord pour qu'il y ait des évolutions. Je pèse mes mots, pour qu'on ait des évolutions. Pourquoi ? Pour rendre attractives les carrières médicales, notamment, moi, celles qui me concernent, les carrières à l'hôpital public. Je veux dire, par rapport à ça, on est ouvert à différentes propositions. Pourquoi pas, d'ailleurs, un statut mixte public-privé, comme ça a été annoncé. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît absolument pas les contours des propositions, on ne sait pas de quel statut il se passe. Et aujourd'hui, vous le savez tous, mais je vais redonner les chiffres, du Centre national de gestion, quand même, sur les postes à temps plein, 25% des postes sont vacants, sur les postes à temps partiel, 50%. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les postes sont vacants ou les postes occupés par des gens qui n'ont pas ni la formation, ni les compétences, ni les exigences de l'évaluation des pratiques professionnelles, ça entraîne quoi ? Des soins qui sont non pertinents. On a passé d'ailleurs un week-end formidable à travailler sur la pertinence avec Jean-Paul Ortiz. Ça entraîne des soins non pertinents, des hospitalisations inadéquates. Alors on donne les chiffres à l'envi, mais quand même, ça existe, 20% d'hospitalisation inadéquate, 30% d'actes non pertinents. Tout ça, si vous voulez, faute, je dirais, de professionnels au bon endroit, bien formés, et qui peut justement permettre la fluidité des parcours, ce qu'on veut. Rachel, tous. on va reparler de la qualité des soins, de la multiplication des actes, la T2A, la rémunération à l'acte. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Qu'est-ce qu'on peut modifier ? Mais vous n'avez pas bien répondu tous sur l'hôpital de proximité, qui est quand même la vraie nouveauté. Jean-Paul, on va vous passer la parole. Sur l'hôpital de proximité, il y en a 500 à 600 qui vont être créés. Est-ce que c'est la solution ? Il y aura des libéraux à l'intérieur de l'hôpital, il y aura du privé et du public. Sur les 500 ou 600, vous en espérez combien, Antoine Perrin et Lamine Garbi ? On nous a dit hier que c'était surtout du public quand même. Comment ces hôpitaux de locaux vont être labellisés de proximité ? Expliquez-nous un peu si c'est bien à votre avis et comment ça va se mettre en place. Jean-Paul demande la parole. Je voudrais revenir sur les hôpitaux de proximité parce que je ne suis pas d'accord avec Lamine Garbi. Si les hôpitaux de proximité, c'est les hôpitaux locaux d'hier, on a perdu, hein, on a tout planté. Attendez,
c'est plus l'ancien monde de la mine. Il va falloir que tu changes de logiciel. Il faut que tu reboostes là. La mine, zéro alors, on va pointé. créer autre chose. Comment on va faire? On va créer... En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça qu'au HCAM, avec Anne-Marie Broca, nous avions travaillé sur ce projet. Et c'est à ça que je crois. Il faut que nous ayons des structures hospitalières de proximité en nombre relativement important, beaucoup plus que les hôpitaux locaux, qui soient le chaînon manquant dans notre système de santé. Aujourd'hui, on a quoi? On a la ville d'un côté, l'hôpital de l'autre. Et la ville et l'hôpital, dans bien des endroits, et on n'arrête pas de le dire, ne se rencontrent pas. Il n'y a que le patient qui va de l'un à l'autre et qui fait l'essuie-glace. Et nous, les professionnels, on est cantonnés d'un côté, et les professionnels hospitaliers, ils sont cantonnés de l'autre. Il faut un lieu où on se rencontre, on travaille ensemble, où on prend la population en charge ensemble. Oui, c'est ça les hôpitaux de proximité qui doivent être ouverts à la fois diagnostic, on aux l'a fait, médecins même le président libéraux. de la République. Non, j'explique le concept des hôpitaux de proximité. Est-ce que ça vous satisfait? Je crois que c'est à la fois était des médecins libéraux, médecins généralistes, mais aussi des médecins spécialistes, un petit peu de plateau technique, un scanner, un petit peu de biologie, etc., et de l'hospitalisation en médecine gériatrique et de proximité. Avec et des un médecins peu de ville, chirurgie. avec des médecins de ville qui y vont, Oui, vous êtes d'accord? mais je viens de le dire, tu m'écoutes pas. Et avec un plateau technique qui permet de faire un peu de chirurgie ambulatoire. Ça n'a rien à voir avec les hôpitaux locaux. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, et des consultations avancées des hôpitaux de référence 5-6 ça vous paraît qui bien? viendront auprès de la population. Jean-Paul, de la si on chirurgie, arrive à ça, on arrivera à changer le système. Et au passage, quand même, de la chirurgie ou pas dans ces le président de la hôpitaux? République, hier, il a redéfiini complètement les GHT. Hein. Alors, non, sur les hôpitaux de proximité, c'est la vraie révolution, on vous écoute. Non, non, c'est pas la révolution. La réforme le seul sera problème, ce qu'on c'est en que fera. c'est pas Jean-Paul qui a annoncé le plan hier, c'est Emmanuel Macron. Le seul problème, moi je constate une chose, c'est que sous ces termes, et y compris sous l'idée de graduation, avec les dangers qui ont été évoqués par la mine, chacun aujourd'hui est en train d'y mettre la signification qui est celle vue sous son propre prisme. Et ça, ça m'inquiète. Alors que la loi n'est pas corporatiste. Oui, enfin, là, d'abord, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il faut y venir. Voilà, on en reparlera et on aura largement le temps de refaire d'autres débats sur le sujet. Hôpitaux de proximité, le problème, c'est que dans le terme, le mot hôpital est un mauvais terme. Ce n'est pas effectivement un hôpital de proximité parce que dans notre tête, en France, le mot hôpital, ce sont des lits. Alors que demain, l'ensemble du monde hospitalier, et notamment à ce niveau de proximité du premier recours, ce sont la capacité à avoir des avis de médecins généralistes, de spécialistes, d'avoir des professionnels qui soient opérationnels et d'avoir un plateau technique. Pas obligatoirement d'avoir tous les médecins à proximité. On n'a pas encore évoqué ce qui, pour moi, constitue la gigantesque révolution, et pas tout à fait dans les termes qui ont été annoncés, que constitue la révolution du numérique. Et donc là, il faut arrêter, à mon sens, de parler d'hôpitaux de proximité. C'est un mauvais terme, ce n'est pas à ce niveau-là, et je pense qu'effectivement, oui, nous sommes dans les soins de proximité, et après nous avons besoin effectivement de structures spécialisées qui sont en vision large et qui amèneront à ce qu'il y ait là des lits d'hospitalisation parce qu'il y aura eu de la chirurgie, parce qu'il y aura besoin d'avis spécialisés, et puis bien évidemment le niveau le plus spécialisé et le plus performant, parce que hôpital universitaire sera encore d'un autre niveau. Et je pense qu'il faut sortir de nos têtes et de notre langage le mot hôpital. La parole est à la défense. Lamine Garbi va nous prouver qu'il n'est pas de l'ancien monde. Je vais tout de suite rassurer Jean-Paul, parce que avant la publication du rapport HCAM, on avait écrit et diffusé que nous souhaitions la création de centres de premier recours. Oui, c'est vrai. Merci. Non, mais c'est vrai. Premier recours, avant tout le monde. Et quand le rapport HCAM est sorti, on s'est dit, mais tiens, pour une fois, on n'est pas passé à côté. Ça peut nous arriver, mais c'est quand même rare de passer à côté. Donc, centre de premier recours, avec quoi? Des médecins, un plateau technique d'imagerie et de biologie, l'ensemble déporté. Oui, sauf que principe de réalité, Jean-Paul, principe de réalité, que fait-on des hôpitaux locaux? Donc, il faut bien les reconditionner. Il y a des murs, des équipes qui fonctionnent. Donc, il faut aussi avoir un... Non, mais les médecins libéraux, ils y sont déjà dans les hôpitaux locaux. Ça... Mais pas dans les endroits à la mine, qui sont les endroits perdus. Quand tu n'as plus de médecin à Clamecy, quand tu n'as plus de médecin à Langres, quand tu n'as plus de médecin à Langogne, etc., tu fais quoi? Tu le sais que tu es, comme moi, l'ardent défenseur des territoires isolés. Et j'en suis un des représentants au sein de mon activité professionnelle.
Lorsqu'il n'y a pas d'hôpital local, c'est évident que l'on créera ces centres de premier recours. C'est évident. Mais principes de réalité, ils existent. On ne va pas les fermer. Donc, on va les reconditionner et on va leur donner un peu de noblesse. Parce qu'hôpital local, personne ne veut y aller. Mais pas que. Lamine Garbi, est-ce que, après Antoine Et les centres hospitaliers, Jean-Paul, qui sont en qualité, je dirais, mesurée, insatisfaisante, il faudra les transformer. Et c'est ce que j'expliquais. Attendez, prenez un micro si vous discutez. Et c'est ce que j'expliquais en préambule. Je trouve que cette approche politiquement est exceptionnellement forte. Parce que tout le monde va s'y retrouver. Et tout le monde, et c'est le sens de cette réforme, tout le monde va y aller. Parce que si on lève des oppositions, et on l'a vu, je crois qu'hier, il n'y a pas eu trop d'opposition de l'ensemble des fédérations et des syndicats médicaux. Donc globalement, on est d'accord. Et c'est vrai aussi que cette loi qui va arriver nous permet d'avoir des espoirs. Lamine Garbi, combien vous pensez sur les 500 à 600 structures de proximité en développer chez vous dans le privé à terme, en 2022? C'est comme les centres de santé. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'en créer. Donc nous irons sur les territoires chaque fois qu'il y aura... Combien vous avez estimé? Non, pas du tout. 10 mais ils seront pas du tout. Seront détachés de vos cliniques, par exemple? Oui. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'hospitalisation privée, à l'image des GHT, mais peut-être ça fait 20 ans que nous travaillons là-dessus, on fonctionne en réseau et en filière. Donc je pense que sur un territoire, lorsqu'il y aura des cliniques qui sont déjà organisées en filière, elles créeront ces centres de premier recours. Et ça existe déjà. Ça existe déjà. On n'a pas attendu la loi pour le faire. D'accord, Antoine Perrin. Moi, je pense qu'il n'y aura rien à créer. Et d'ailleurs, on n'aura pas les moyens de créer quelque chose. Par contre, il faudra voir sur le territoire ce qui existe et l'adapter. Il y a des territoires dans lesquels il y a des anciens hôpitaux locaux, il faudra les adapter. Il y a des territoires dans lesquels il y a simplement du médico-social, il faudra que ce médico-social ait des éléments qui permettent de faire alors je ne sais pas comment l'appeler, ce premier recours. Dans ce premier recours, il fait effectivement qu'il y ait des médecins libéraux, pas que libéraux, salariés, mais pas que du professionnel médical, l'accès à l'imagerie, l'accès au laboratoire, l'accès à une hospitalisation de courte durée, comme il y a dans les services d'urgence. Et si l'hospitalisation doit durer, ça veut dire que la situation est plus grave. Dans ces cas-là, il faut monter d'un niveau. Sinon, c'est le retour à domicile. Et il faudra adapter en fonction de ce qui se passe. Quant à la chirurgie, le chirurgien que je suis dit, attention casse-cou, non, même la chirurgie ambulatoire, je pense que ça doit se faire dans des structures adaptées, pas dans ces structures de premier recours qui ne seront pas faites pour ça, ou alors c'est une autre activité. Ça, c'est une vraie question, chirurgie ou pas chirurgie. Voilà ma réponse. Antoine Perrin, on sait, et puis Rachel Baucher, Antoine Perrin, simplement une remarque, on sait bien que dans les maisons de retraite, même médicalisées, il n'y a pas de médecins. Pas assez de médecins. Mais c'est pas que dans les maisons de retraite. Mais j'espère que ce plan permettra justement, par le salariat en particulier, par toutes les mesures incitatives qui sont proposées, j'espère que ça permettra de changer cette logique. Mais effectivement, c'est un réel sujet. Et Rachel Baucher, encore un petit peu sur les statuts et la gouvernance médicale aussi. Juste un mot, je veux dire, moi je dis, bien joué, Monsieur le Président de la République. Ce que vous avez assisté ce matin, c'est-à-dire finalement, quand on parle de l'hôpital, on a glissé, on ne parle plus que de l'hôpital local, des missions de l'hôpital local, de ce qui va se passer dans les liens. Alors qu'aujourd'hui, il y a des difficultés majeures on va en parler de l'hôpital public, mais l'hôpital public qui a une offre de soins majeure, qui doit évoluer effectivement. Ce que disait Elisabeth Hubert, dans le cadre du virage ambulatoire, l'hôpital aussi est prêt pour faire des évolutions, et faute, on va dire, de dysfonctionnement, de pénurie de personnel, etc., on ne le fait pas. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a déplacé le curseur et on évoque, disons, les hôpitaux de proximité comme la solution miracle à toutes les difficultés. Non, Rachel Baucher. Un petit peu quand même. Est-ce que justement, il n'y a pas de plan hôpital, justement? Est-ce que vous n'êtes pas terriblement déçu? Il n'y a pas que l'hôpital, mais aujourd'hui, il y a les GHT. Aujourd'hui, au niveau des GHT, je vous signale quand même qu'il a été évoqué hier l'ouverture des GHT, disons, au niveau des cliniques privées. Mon voisin est d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec Rachel Baucher. On vous invite à lire l'article de notre excellent confrère. Il y a beaucoup d'articles de la bonne presse, Gilles Nussenbaum, dont Décision Santé, je ne l'ai pas cité tout à fait par hasard, qui titre « Avis de recherche, on cherche le plan hôpital ». On a perdu le plan hôpital. Exactement, c'est ce qui s'est bien joué. Bien joué. Alors, je propose de passer à un autre thème. Le plan hôpital, on l'attendra. C'est le patient. Attendra pas. Philippe,
dans notre organisation, le statut, on n'interroge pas la présidente de l'INPH Le statut, sur alors, les statuts. Perte de statut, ça lui plaît, ça Est-ce que vous êtes d'accord Un avec statut unique Voilà, Bon, alors, statut unique, hein, ce qu'a annoncé la ministre, Vous êtes statut unique contente, pour les là, hein, recrutements. vous le vouliez, ce statut unique, c'est ça? Premièrement, disons, on se trouve dans une situation inédite. Oui, on se trouve devant une situation inédite. À une situation inédite, il faut, bon, on va dire le mot, un choc d'attractivité. Est-ce que, par rapport à la situation, la réponse, le constat est juste sur les difficultés, la souffrance des personnels, on a une réponse, la réponse n'est pas adaptée. La réponse n'est pas adaptée, elle n'est pas adaptée d'aujourd'hui, disons. On va réfléchir sur le statut unique, on était pour, temps plein, temps partiel, contractuel, et pourquoi pas, dans l'avenir, un statut, disons, où on travaille, disons, ce qu'on a toujours promu, la mixité des exercices, qui permet aussi la fluidité des patients. C'est-à-dire, moi, j'avais toujours, au niveau de l'INPH, défendu que les médecins publics puissent avoir une activité libérale sur 2 demi-journées, comme les libéraux peuvent venir travailler à l'hôpital sur 2 demi-journées. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de réponses urgentes actuellement. Donc, en termes d'attractivité, hier, ce qui a été évoqué, c'est des éléments forts, hein, en termes de ce que j'appelle les 3 R, comme ça c'est facile, c'est la responsabilisation accrue, la revalorisation intellectuelle en termes de pouvoir à l'hôpital, la remédicalisation de la gouvernance. Il paraît que vous allez avoir une petite augmentation, les chefs de service. Oui, en termes de responsabilisation, de remédicalisation et de revalorisation intellectuelle. Mais je crois, au bout du compte, les revalorisations importantes financières ne sont pas au rendez-vous, alors que le nombre de postes vacants flambent comme ils n'ont jamais flambé. Alors, est-ce que Philippe, simplement, est-ce que le retour au service, ça sonne majeur, moderne? Bien sûr, alors, bien sûr. Non, mais alors, attendez, je le dis parce qu'on l'a toujours défendu, l'unité de base, et dans lequel le patient se retrouve. Le patient se retrouve, il veut voir les médecins dans un service qui est médical. Les pôles avaient une seule intérêt, c'est une vision médico-économique. Le service, c'est l'unité de base de traitement, de prise en charge. Ouais, ça fait pas très nouveau monde, ça. Non, mais c'est on en revient Pascal, alors, la question, c'est pas ancien ou nouveau monde, la question, c'est qu'est-ce qui marche. Non, mais ce que je crois qu'il ne faut pas, c'est pas des problèmes de concept. Le problème du service, c'est, disons, il y a une équipe pluriprofessionnelle avec à la tête un leadership et une culture de service qui permet aussi un approfondissement des connaissances. Ça permet aussi aux patients d'être mieux soignés. Et Rachel, on est d'accord, le plan hôpital, il n'est pas là. Bon, c'est clair. Voilà, et on est passé d'un plan hôpital à un plan accès aux soins en ville. Il y a d'autres annonces quand même sur les indicateurs d'expérience patient qui vont être rendus publics. Est-ce que c'est une bonne solution? Jean-Paul Ortiz, est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur? Très rapidement, est-ce que ces indicateurs patients qui sont de plus en plus diffusés à l'étranger, en France, c'est complètement embryonnaire? Bon, je crois que de toute façon, aujourd'hui, il est indispensable qu'on ait des systèmes d'information sur ce qui se passe dans la production de soins de l'ensemble des acteurs. On est passé d'indicateurs de process avec la Haute Autorité de Santé à de plus en plus des indicateurs de résultats. Et on va intégrer aussi la façon dont le patient vit sa pathologie et le résultat de la prise en charge. Et c'est une évolution qui est inéluctable. Moi, je préfère qu'elle soit construite par les professionnels de santé avec les patients, bien évidemment, plutôt que l'on découvre sur Google ou dans Le Point tel ou tel classement dont on peut discuter. Certains sont bien faits ou moyennement bien faits, d'autres visiblement au niveau méthodologie. Donc tout le monde est d'accord. Vous le faites dans vos établissements, Lamine Garbi et Antoine Perrin? Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on le fasse nous. Hein. Les médecins? Oui, d'accord, bien sûr. Oui, nous on répond à toutes les critiques qui sont négatives et les classements, on est content quand on est dedans. Sinon, ça ne nous fait pas rire. Mais c'est l'évolution. Juste, je reviens sur le débat précédent parce que vous m'avez amené sur un terrain qui ne me va pas du tout. Parce que de faire croire qu'on va créer des hôpitaux de proximité, pour moi, est un leurre. Et quand je lis, parce que quand même la langue française est une belle langue riche, quand je lis le dossier de presse de notre ministre hier, elle parle de labellisation des premiers hôpitaux de proximité en 2020 avec l'objectif de 500 à 600. Donc on va juste recycler ce qui existe et on va aller vers ce que l'on prône dans l'ancien monde au sein de la FHP, la création de centres de premier recours, où ce sera très simple, on prendra 2-3 petits médecins libéraux, hein, tu viendras, et un peu de biologie et un peu d'imagerie. Pourquoi petit? C'est pour le taquiner.
Alors, on va passer aux questions qui ont été répercutées les questions de Alors, Renaud non, Degas. Antoine Perrin, alors, Oui. d'abord. Oui, je voudrais dire un mot quand même sur les services d'abord. Les services, le président de la République l'a bien dit et j'ai été attentif à ça, ça n'est pas le rétablissement des petits bastions géographiques, Mélie, ma salle d'op, mon bloc opératoire, ma penseuse. Ça n'est pas ça. Il a bien dit, c'est une organisation médicale non géographique. Et c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est une logique autour du besoin de l'usager, du patient, et non pas autour de l'organisation des médecins. Les médecins s'organiseront autour du besoin, quitte à ce que l'hospitalisation de courte durée soit dans une unité, celle plus prolongée soit dans une autre, la consultation soit dans un bloc commun si c'est nécessaire, mais ça n'est pas les bastions. Ça, c'est une chose importante. On parlait de l'hôpital, je voudrais quand même y aller, puisqu'on a sur le deuxième recours, il faut qu'on écoute intervenir là-dessus. des questions de la salle. Oui. Bon, alors, je vais rapidement. Non, allez-y, Antoine. Un mot très bien sur le deuxième recours, à condition qu'on aille au bout de la logique GHT. Les GHT, c'est une très très bonne idée, à condition que ça s'appelle GHP. Ce serait mieux si c'était public, parce qu'avec le T territoire, il y a eu une ambiguïté qui a amené une organisation autour de l'hôpital public. Moi, j'ai cru que les GHT étaient ouvertes au privé maintenant. Voilà, ben non, justement. Non. Et nous tenons à ce que les GHP publics soient bien organisés et que le partenariat puisse être fait avec tous les acteurs en égalité. Mais il faudrait aller au bout de ces logiques. Le public a besoin qu'on aille au bout de la logique GHP. Nous avons besoin que le public aille au bout, c'est-à-dire une personne morale, un chef, un projet médical gradué. Et certains GHP ne peuvent pas aller au bout de cette logique parce qu'ils ont mal été conçus. Je pense par exemple au GHP Bouches-du-Rhône avec Marseille-Aix. Comment voulez-vous qu'on aille au bout d'une logique médicale là-dedans ? C'est pas votre affaire si vous dites que c'est public. Si, c'est notre affaire, parce que nous, on est les partenaires. Si l'hôpital public n'est pas organisé, ne va pas au bout de sa rationalité, nous en sommes nous-mêmes pénalisés. On ne devait pas être à la même réunion. Moi, j'ai entendu que les GHT étaient ouvertes aux cliniques privées. Et d'ailleurs, au partenariat. Alors, ah oui, ça a toujours été pas la même chose. Vous qui lisez... Alors, question de Renaud. Renaud Degas, je lui apporte un micro. Renaud Degas pour les questions de la salle. Hashtag contrepoint avec C majuscule. Comme nous sommes nombreux à la tribune et que le temps passe, j'ai regroupé en une question en fait autour des hôpitaux de proximité et CPTS. Bravo. Tout ce qui est structuration, réseau, tout ça, très bien. Mais il y a quand même la question qui est déjà sous-jacente et qui parcourt les problèmes de CPTS aujourd'hui, c'est qui prend le pouvoir. Parce que tout le monde parle de réseau, ça c'est le fonctionnement, il paraît moderne, mais concrètement sur le terrain, il y a une vraie bataille pour savoir, dite ou non dite, est-ce que c'est une structuration, une organisation autour du médecin, pour ne pas dire hiérarchique sous le médecin, c'est pour dire ce qui est dénoncé par certains, ou en réseau pluriprofessionnel avec une gouvernance, on va dire, plus horizontale. Est-ce que ce problème-là, est-ce que c'est bloquant et est-ce qu'on est aujourd'hui capable sur le territoire de dépasser ces problèmes de hiérarchie de profession ? C'est quand même une excellente question et après on parle un peu de formation des médecins. Jean-Paul Ortiz. Sur les CPTS, la réponse elle est claire. Les CPTS réunissent non seulement les médecins libéraux, médecins généralistes, médecins spécialistes, quelle que soit leur modalité d'exercice, qu'ils soient en MSP, en cabinet isolé ou autre, mais aussi tous les autres professionnels de santé libéraux du territoire, mais aussi le secteur médico-social en articulation avec des établissements de soins. Quand on regardons ce qui se fait aujourd'hui, quand on regarde comment les CPTS fonctionnent sur les 200 qui sont en fonctionnement ou en cours de fonctionnement, le pouvoir, entre guillemets, comme vous dites, autrement dit la direction, la représentation générale de la CPTS, mais c'est très variable. Vous avez des endroits où la CPTS, structure juridique, elle est présidée par le médecin le plus engagé dans le territoire. Vous avez d'autres endroits, ça va être le chirurgien dentiste, d'autres endroits où c'est l'infirmier ou l'infirmière. C'est extrêmement variable. Laissons les professionnels de santé s'organiser. Pas de règles, pas de modèle unique. Les professionnels, oui, mais il faut que ça avance ils le quand même, font sur le terrain. S'il y a des mesures incitatives et si on les accompagne, ils le feront. Voilà. Et sur le terrain, effectivement, le pouvoir, il est à celui qui est le plus engagé, qui le prend. Oui, donc ils ne seront pas tous CSMF. Par contre, au niveau des hôpitaux de proximité... Au niveau des hôpitaux de proximité, ça c'est un vrai problème. Est-ce que ces hôpitaux de proximité, qui doivent être de composition et de positionnement relativement divers, ça peut être des hôpitaux locaux, ça va être des centres hospitaliers, des cliniques vertes, etc.,
est-ce que ces hôpitaux de proximité vont continuer à être sous la tutelle de l'hôpital de référence du GHT Touraine? Parce que quand même, au passage, il a redéfini complètement les GHT. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu les mêmes choses, mais le président de la République, me semble-t-il, a complètement redéfini le GHT. Donc il va falloir changer la loi, mais peu importe. Bon. Est-ce que l'hôpital de proximité va être sous la tutelle de l'hôpital référence, ou est-ce que la gouvernance va être mise sous la co-construction avec la CPTS, c'est-à-dire avec les professionnels libéraux? Bonne question. Ça, c'est une question fondamentale. Alors, moi, je suis un peu sur ma faim quand même sur la gouvernance médicale, hospitalière, dans les médecins. Oui, dans les Pascal, CHU. il faut qu'on passe assez rapidement différents points qui ont été abordés, comme la formation, comme le numérique. Oui, sur la formation, est-ce que tout le monde est, est-ce que tout le monde est d'accord pour la suppression du numerus clausus? Est-ce que vous avez compris ce qui va se passer dorénavant? C'est pas très clair. Elisabeth? Non, enfin moi je pense que c'est un élément essentiel. Alors là aussi, vous auriez aimé le faire, ça? On a comment? Non, parce qu'il y a 25 ans, malheureusement, on ne se posait pas la question, très certainement à tort. La seule chose, c'est qu'effectivement, qui malin, bien malin, est celui qui prévoit ce qui va se passer dans 15 ou 20 ans, et c'est tout. Voilà, donc ça, c'est un... Je me garderai de critiquer sur ce sujet. Et vous dites là, sous l'œil de Jean de Kervas-Doué, qui sourit. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que vous le regardez. Jean partage mon point de vue à ce point de vue-là. Et peut-être à d'autres, d'ailleurs. Et donc, c'est une bonne chose. simplement une chose, c'est que là aussi... J'aimerais que l'on ait davantage d'explications. J'ai pas tout compris. Personne n'a compris. Est-ce que l'on a une licence qui fait effectivement qu'en 3 ans, on a des formations de santé de très larges qui permettent une orientation au-delà des 3 ans? Pourquoi pas? Il n'y a qu'une chose, c'est qu'une des originalités du dispositif français était de mettre très précocement, dans toutes les professions de santé d'ailleurs, en contact avec le patient et la finalité future du métier, les étudiants, et ça c'est un élément important. Donc ça, aujourd'hui, je m'interroge et je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans des métiers d'apprentissage. Donc ça c'est un point important. Par contre, comme de temps en temps, je pense qu'effectivement, agir sous la pression n'est pas complètement inutile. Si cela doit amener un effet, à mes yeux, positif, et que je demande depuis, par contre, là, longtemps, de sortir les étudiants, quels qu'ils soient, de l'enceinte unique du CHU, et par nécessité, au regard du nombre de personnes qui seront à former, à élargir ces centres de formation dans toute la diversité du monde de la santé et au plus près du patient et donc de la proximité, là, je trouve que c'est un élément intéressant. Mais sur ce sujet, de toute façon, ne nous y trompons pas, nous n'avons ni les locaux ni les moyens de laisser durablement pendant des années des dizaines de milliers d'étudiants qui verront peut-être simplement une chose, reculer le moment où ils vont être effectivement réorientés. On n'a pas beaucoup parlé, je vous tiens là, on n'a pas beaucoup parlé d'infirmiers. Enfin, en tout cas, les infirmiers se sont un peu plaints qu'on ne parlait pas beaucoup d'eux dans cette réforme Macron. Oui, bien sûr, mais je pense que les pharmaciens pourront trouver aussi que c'est le cas, etc. Mais non, ce que je crois, c'est qu'effectivement, on a là, sur cet aspect de la formation, on veut, il faut bien reconnaître, il y a quand même un aspect très politique à ce texte, le moment n'est pas tout à fait innocent. Un élément qui est de dire on ne peut pas faire un gâchis avec ces milliers et milliers de jeunes. Ça veut dire quoi, le moment n'est pas innocent? Non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Sur le fait de se dire qu'il y a des milliers de jeunes qui se heurtent à la fin de la première année à l'échec et qu'il est dommage d'avoir des gens qui effectivement pourraient sans doute faire de très bons médecins, tout cela on en est d'accord. Moi aujourd'hui je me pose simplement la question, comment ces milliers de personnes, c'est-à-dire là où on est 1 passé à 10 en 2e année et en 3e année, comment on va faire? Mais je ne suis pas critique, je suis interrogative. D'accord, je pense que vous partagez tout le monde partage ce point de vue. On voulait aussi aborder le problème de la qualité, de la pertinence des soins qui a été abordé. Alors le président de la République et la ministre ont eu des mots assez durs, reliant la pertinence avec la T2A, qui est un peu pousse au crime, avec le paiement à l'acte, cette notion de forfaitaire. Comment réagissent les médecins? Est-ce que ces nouveaux modes de financement vont être amenés à faire plus de pertinence? Alors, ça vous a choqué, vous, Lamine Garbi, cette condamnation de la part d'un président que l'on accuse parfois d'être libéral, de cette T2A que vous avez défendue Au-delà de la T2A, nous, on a toujours travaillé à l'activité. Avant, c'était le prix de journée et le forfait de salle d'opération, le FSO. Toujours. On a toujours été rémunéré en fonction de notre activité et ce n'est pas choquant qu'on soit rémunéré en fonction
de ce que l'on produit comme qualité, sécurité des soins. Ce qui est choquant, c'est peut-être les disparités statistiques. Mais c'est deux inflationniste. régions. C'est clair que c'est inflationniste. La T2A est inflationniste. Pas du tout. Comment ça, Mais pas du tout. On est, en termes de volume d'activité, on est à 0,7% sur 2018 et 1% en 2017. Elle est où l'inflation? Pas du tout. L'année Pas du dernière, tout. il y a une chute, Non, en effet. on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que c'est inflationniste. Pas du tout. D'autre part, d'être tarifé suivant une pathologie et une prise en charge, c'est logique. Il y a du sens. Et il n'y a pas d'inflation. Après, il y a peut-être des actes inutiles. Ok, d'accord, 20%, 30%, j'en sais rien. C'est pas moi qui vais pouvoir avoir les capacités de le mettre en lumière. Mais ok pour regarder et ouvrir nos statistiques. On sait exactement ce qui se passe dans telle ou telle clinique ou hôpital. S'il y a des pratiques déviantes, on les regarde. Ça s'appelle aussi des contrôles T2A, qui sont aussi sur les volumes et la pertinence. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense que la T2A a, entre guillemets, sauvé les hôpitaux publics parce que c'est la sortie du budget global. Et les hôpitaux publics, ils ne souhaitent pas en sortir de manière totale. Et aujourd'hui, la T2A, pour nous, c'est 98% de notre budget. Pour les hôpitaux publics, c'est 53%. Et vous voulez rester 100% T2A? Je souhaite rester 95-98% en T2A et avoir un complément. Et c'est ce qu'a dit. On a été entendu sur la qualité. Ouais. Attendez. Aujourd'hui, la qualité, le financement à la qualité, c'est 0,4%. C'était 60 millions. Donc on passe à 300, ce qui veut dire qu'on aura 2% de qualité. Maintenant, le débat, il va être lequel? C'est de dire, est-ce que c'est 2% en plus ou inclus dans le tarif? Oui, bonne question. Oui, attendez, oui. Et après, Antoine. On est peut-être de l'ancien monde, mais on sait compter, nous aussi. Donc, ça va plutôt être du transfert. Enfin, l'ONDAM a un peu augmenté, donc vous allez avoir 400 millions mais de plus. c'est positif, voilà, c'est positif. On a un ONDAM à 2,5, bien sûr. On va tous regretter vous avez le remarqué temps. que ça a été dit à la fin et vous vous êtes levé comme un seul homme. Même Et Rachel Boucher on s'est a levée, applaudi. Et vous avez applaudi. Et j'ai eu l'impression que vous n'applaudissiez qu'à ça. On peut regretter le temps. On peut regretter le temps où l'ONDAM était à 7%. On peut le regretter. Il y avait une grosse inflation. C'est pas Alors, si loin que ça. Lamine Mais à Garnier, 2,5, on est content. Antoine Perrin, donc sur le côté Oui. pertinence des soins et tarification à l'activité. Oui, alors je n'ai pas entendu le président de la République dire qu'il allait tuer la T2A. Je l'ai entendu dire qu'il allait en modérer l'impact et qu'une partie serait sur la qualité. Enfin, il a bien tapé sur le paiement à l'acte des médecins. Alors, il a... Chez vous, ça fait combien la T2A en pourcent? 98 dans le privé, 50 dans le public, et vous 54? Non, c'est plus pour nous, mais c'est plus que le public, parce qu'on a moins de missions d'intérêt général et d'aide à la contribution, on pourrait en parler. Mais, combien? Sincèrement, je dirais 70%, quelque chose 70%, comme ça. d'accord. Mais ça, ne retenez pas le chiffre de façon précise, j'en suis pas sûr. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lamine. Je pense quand même que la T2A a eu un intérêt, parce qu'elle a dynamisé effectivement l'hôpital public et les structures privées non lucratives, c'est vrai. Ça nous a beaucoup aidé en particulier à regagner des parts de chirurgie qu'on avait perdues. Mais elle a quand même un rôle inflationniste. Ça se mesure sur plusieurs années. On a vu les actes augmenter. Alors effectivement, la dernière année n'a pas été bonne. Mais globalement, sur les 10 dernières années, ça a eu un effet inflationniste. Et sans contrôle, parce que les contrôles T2A, ce n'est pas suffisant, sans contrôle sur la pertinence, eh ben, ça pousse au crime. Il faut être clair. Donc une modération, pas suppression, avec une note sur la qualité, nous on est favorable. Le tout c'est de savoir laquelle et comment la mesurer. Et ça c'est compliqué, et là pour le moment je n'ai pas les réponses. D'accord. Les deux seules voies que le président de la République a données, on les connaît, c'est sur le diabète et sur l'insuffisance rénale. C'est assez facile de financer au parcours, on sait précisément ce qu'il y a entre le début et la fin du parcours qu'on a déterminé. Pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Mais sincèrement, je pense que c'est une bonne voie, à condition qu'on ne tue pas la T2A complètement. Elisabeth Hubert, un mot, puis après on passera au numérique. Quand même. Oui, et on va terminer c'est simplement qu'on oublie qu'il y a eu un instrument législatif qui a été voté il y a 2 ans, qui est un des articles de la loi de finances donc, de 2017, de mémoire, ou de 2016, et qui prévoit une chose, c'est que la pertinence de l'usage hospitalier est posé. C'est-à-dire, en clair, le recours à une hospitalisation est posé dans le PLFSS. Et je pense que là, c'est le summum de la pertinence. C'est-à-dire? Et tout simplement poser, se poser la question si effectivement un établissement hospitalier, quel qu'il soit, recourt trop à l'hospitalisation dans le sens classique du terme, il peut effectivement se voir
comme c'est le cas dans d'autres dispositifs médicaux, mis sous entente préalable. D'accord. C'est une disposition, Rachel, et ça, on l'oublie trop souvent, c'est un texte, l'instrument existe, il n'est pas utilisé. Et c'est le summum, c'est l'arme nucléaire de la pertinence. Donc c'est la dissuasion, mais c'est pas Rachel Baucher. Oui, et juste puis- rapidement deux choses. La première, c'est que c'est pas suffisant, les deux pathologies, insuffisance rénale et puis diabète. Et deuxièmement, Là, ça le me permet d'aborder un thème que vous n'avez pas abordé. On parle de la pertinence des actes en mettant en lien avec la T2A. Il y a un secteur majeur qui n'est pas sous T2A. Je parle de la psychiatrie, où il y a des tas d'actes non pertinents. Ce qui vient d'être dit au niveau des hospitalisations. Hospitalisation inadéquate. Disons, patients qui arrivent beaucoup trop tard en hospitalisation, qui se trouvent dans des conditions de prise en charge, d'isolement ou de contention tout à fait inappropriées, viennent du fait que l'offre de soins n'est pas adéquate et que les professionnels ne sont pas là au bon Il faudra moment. consacrer Et là, un débat il n'y sur a la pas- psychiatrie. Parce Oui, que mais c'est- là, c'est bien le lien. Vous faites le lien entre Oui. T2A et pertinence. On voit qu'il faut savoir aussi aller un peu plus loin, ne pas tout relier à la T2A, mais la relier aussi à la qualité des professionnels Sur et la- la qualité de l'offre de soins. Pascal, il faut Non, sur conclure. la psychiatrie, le président n'en avait pas parlé, mais enfin la ministre en a quand même beaucoup parlé dans sa conférence de presse. Très juste peu, après. très peu. Il faut conclure. Sur le Lisez numérique- le papier de Madame Mazon chez nos confrères. Sur du le- Monde, il est pas mal. Sur le numérique et le DMP, en un mot pour conclure, est-ce que vous pensez que le numérique va enfin permettre d'accélérer les réformes, d'accélérer l'amélioration des prises en charge? Est-ce que le DMP, vous y croyez? Un petit tour de table rapide en conclusion. Oui, moi Oui. tout à fait, j'y crois. Moi j'y crois beaucoup parce que je pense qu'au niveau du numérique, on est dans, disons, nous moins, mais on est dans les générations digitales natives où les jeunes utilisent beaucoup ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra probablement le faire en 2 ou 3 temps, mais il faut accélérer. C'est la meilleure façon de faire les réseaux ville-hôpital, les réseaux justement où les différents niveaux de graduation de soins, les hôpitaux de pointe, les hôpitaux, l'ensemble des hôpitaux et les soins de premier recours. Lamine Je crois Garbier. que c'est un très bon outil. À quelles conditions? Oui, rendons hommage aux pharmaciens, avec le dossier pharmaceutique qui fonctionne, et aussi à leur engagement. Le président, on a parlé des Oui. pharmaciens quand même, de l'industrie pharmaceutique. Et des d'ailleurs. orthoptistes aussi, le président a parlé. Et rendons grâce aussi aux pharmaciens qui vont rentrer les DMP pour 1 euro, parce que soi-disant que ce n'est pas du niveau des médecins. C'est ce que j'ai lu, et qui n'avaient pas le temps de le faire, c'est ce que j'ai lu par le directeur de la CNAM. Voilà, donc les pharmaciens le font pour 1 euro, donc merci aux pharmaciens de le faire. Et les patients le font eux-mêmes, c'est formidable. Jean-Paul Ortiz, après on fera un deuxième tour de table sur est-ce que vous êtes partant, j'ai oublié, ça c'était important. Et on terminera. Voilà. Oui, Alors, un un mot. mot, un détail quand même, c'est que le dossier pharmaceutique des pharmaciens ne sera pas dans le DMP dans un premier temps. Le DMP, ça marchera si c'est simple à utiliser pour les médecins et si les éditeurs de logiciels, c'est-à-dire ceux qui nous fournissent les logiciels sur nos postes de travail, sont suffisamment malins pour que la partie que nous allons mettre dans le DMP soit aussi simple qu'un clic. S'il y a 2 clics, il y en a un de trop. Je suis assez surpris, on ne parle pas de DMP dans la loi, on parle d'une plateforme numérique Oui, personnalisée. alors ça, c'est autre chose. Mais là, on Effectivement, commente la loi. un Non, mais on espace commente la loi, on ne va pas numérique. repartir à 1 minute de la fin sur le DMP. L'espace Plateforme numérique pour chaque patient, je pense qu'effectivement, ça va dans le bon sens d'une évolution de notre le système de DMP santé. nourrira l'espace numérique. Et le DMP sera un des éléments, bien sûr. Alors, rapidement, Oui, moi, ce serait dramatique que ça ne marche pas. Parce que D'accord, merci. depuis les délais qu'on a, depuis qu'on attend, ce serait vraiment dramatique. Donc rendez-vous début novembre, puisque le lancement, si j'ai bien compris, c'est début novembre. Nicolas Revel a l'air très optimiste. Tant mieux, mais vraiment, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Elisabeth, Moi, c'est très simple. Je pense que tant qu'on ne fait pas de l'interopérabilité, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. On a le DMP, on a le DP, on continue les uns ou les autres à favoriser un usage segmenté du numérique. Ouais. Et là aussi, chacun y met sa voix. La seule solution, je l'écrivais il y a 10 ans, ça ne s'est pas fait, et c'est dommage, ça devient de plus en plus compliqué à faire, mais c'était l'interopérabilité. C'est peut-être notre faute, mais on n'a pas dit dans ce débat que le président de la République avait dit, et sa ministre de la Santé, que les urgences de jour se feront exclusivement en ville. OK? jusqu'à 22h même. c'est Jusqu'à le souhait du 20h ou 22h? Alors, Non, jusqu'à 20h. non, le président a quand nous même avons comme demandé objectif. que vous feriez un petit effort, ça lui ferait plaisir, jusqu'à 22h. Vous êtes Attends, d'accord? on n'est pas là pour faire plaisir au président, on est là pour trouver des bras, parce que déjà on est surchargé de boulot, donc n'imposons pas à chaque médecin qui travaille 55 heures par semaine en libéral de travailler de 8h à 20h, 6 jours sur 7. Bon, maintenant il faut arrêter, on va être un peu sérieux. Donc,
Effectivement, qu'on ait un objectif au niveau des territoires et au niveau des CPTS de prendre en charge des soins non programmés de 8h à 20h, on va tout faire pour s'organiser. Et encore une fois, on est pour cette responsabilité populationnelle territoriale. Après, moi, je ne veux pas d'obligation à l'échelon individuel. Alors, pour conclure, Pascal. Philippe, vous les avez trouvés comment, nos amis ils sont enthousiastes ou pas? Alors justement, c'est la question. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous considérez que c'est un nouveau départ pour réformer le système de soins? Est-ce que vous allez vous impliquer ou pas? Alors oui, non, à moitié. Hubert voulait de la chair sur la charpente. Moi, oui, je sens un peu du sang et des larmes. Non. La chair, c'est pas obligatoirement du sang et des larmes. Comme je pense qu'effectivement, on a un cadre, que l'on a une charpente, je pense que nous avons entre les mains les possibilités de mettre cette chair que je réclamais tout à l'heure et de donner donc une consistance à ce projet. Antoine Perrin, en 2 mots, pareil. Oui, très clairement, nous allons nous impliquer avec les points d'attention que j'ai cités tout à l'heure, mais nous allons nous appliquer. C'est vraiment nous pensons que c'est vraiment une chance. Il faut y aller. Jean-Paul Ortiz. De toute façon, le système va dans le mur si on ne fait rien, donc on va tous être obligés de bouger. Et la réforme sera quand même en grande partie ce que nous en ferons. Ce qu'on ne veut pas, c'est des règles, des cahiers des charges et des obligations. Donc si on fait confiance aux professionnels de santé, aux médecins libéraux en particulier, on peut construire quelque chose ensemble. D'accord. Lamine? Non, rien de plus à rajouter en phase avec ce qui a été dit. D'accord. Rachel? Écoutez, moi je crois qu'on est au début d'un chemin. L'accueil du plan hier a été mitigé par notre organisation par rapport à ce qu'on disait, mais nous on sera au rendez-vous pour construire, parce qu'il faut qu'on construise non seulement avec les médecins libéraux mais avec les médecins hospitaliers, avec l'ensemble des acteurs, disons quels qu'ils soient dans le système de santé et surtout autour du patient. Je crois que la route est longue et voilà. La route est longue. Je vous invite également à lire, parce que ce que l'on avait dit qu'on ferait ce matin, on a cité quelques-uns de nos excellents confrères. L'entretien de Agnès Buzyn dans le quotidien du médecin est excellent. Et dans le Généraliste aussi. Et dans le Généraliste. Et également de Nicolas Revel chez nos confrères d'Egora. Bravo. Absolument, il y a des très belles interviews. Merci, voilà, mesdames, merci messieurs, merci Françoise Millet et aux équipes. Prochainement, on aura peut-être, non pas le président, mais Madame le président de la République. Madame la ministre qui reviendra peut-être comme l'année dernière pour faire un point. Tu cites nos partenaires, amis. Merci Pascal, merci Renaud, merci à nos partenaires, BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, Intermutuel Accident, MSD et Point Vision. Et donc rendez-vous au mois prochain. Philippe, j'ai un petit message avant que vous partiez. Une petite pensée à Paul Virilio, le théoricien de la vitesse, le penseur de la vitesse. Et puis Philippe, qui a dit... Roi Philippe, Pape Clément, je vous cite à paraître, Roi Philippe, pour votre juste châtiment, maudit. Pascal Morel. Alors c'est qui? C'est Jacques II. Voilà, une petite pensée à Jean Piat qui nous a quittés aujourd'hui, ce matin. À bientôt, amitié, bon retour.